Voilà, donc il s'agit, comme vous le savez déjà, d'une lecture collective avec des échanges d'un certain nombre de livres, en particulier le livre Pattern Recognition and Machine Learning de Christopher Bishop. Mais nous allons aussi nous inspirer de deux autres livres, celui de Goodfellow, en particulier Bengio, et puis un dernier livre, Deep Learning Architectures, que nous allons aussi, dont nous allons nous inspirer un petit peu. Donc la dernière fois, on avait donc introduit l'exemple de classification, en particulier la classification des chiffres manuscrits. Et on avait dit que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir écrire des algorithmes qui recherchent des patterns dans les data, dans les données. En particulier, si on prend par exemple le chiffre 8, il y a différentes manières de l'écrire, mais si on considère qu'il s'agit d'une image avec des niveaux de gris, donc le 8, ça va être une matrice de nombres où on a 0 lorsqu'il n'y a rien. Sur l'image, vous avez la couleur noire, mais parfois, si j'écris avec un stylo, donc ça peut être l'inverse. Puis, les autres pixels, selon donc le niveau de gris, ils vont être caractérisés par des nombres qui varient de 0 à 255. Et donc, si on considère une image 28 fois 28 pixels, ça va nous donner 784 pixels. Et donc, si je le transforme en forme vectorielle, il va s'agir d'un vecteur avec de r à la puissance 784, c'est-à-dire de 784 composantes. Et ce que nous souhaitons faire lorsqu'il s'agit d'un problème de classification, c'est de pouvoir trouver une fonction qui va de r à la puissance 784 vers R10, c'est-à-dire que à chaque chiffre manuscrit, on va faire correspondre un vecteur qui lui correspond. Par exemple, ici, si nous avons 0, 0, 0, donc partout des 0 jusqu'à le 9e élément égal à 1, et puis 0, ça va correspondre à 8. Et puis, si nous avons 0, 0 jusqu'au dernier égal à 1, ça veut dire que ça va correspondre à 9, et ainsi de suite. Donc, cet objectif, on va essayer de l'atteindre, c'est-à-dire nous allons essayer de construire la fonction qui a une image donne donc un vecteur cible, T, à l'aide en utilisant un réseau de neurones. C'est ça l'objectif que nous allons essayer donc d'atteindre pour de cette lecture. Mais si on prend un exemple simple, encore plus simple que celui de MNIST, il s'agit ici de considérer des chiffres aussi manuscrits, mais en utilisant simplement 15 pixels. Donc, vous voyez, nous avons 3, 4. On peut avoir une autre manière d'écrire 3 et 4. Et c'est donc à ces chiffres manuscrits simplifiés qui appartiennent à R15, nous voulons faire correspondre 0 pour les nombres pairs et 1 pour les nombres impairs. Nous voulons construire un algorithme qui, au vecteur, donc aussi aux matrices, puisqu'il y a correspondance entre matrice et vecteur. De cette manière, comme vous voyez ici, on fait correspondre, est-ce que c'est la parité donc, du chiffre. Nous allons construire un dataset. Donc, vous voyez, 3, 2, 5, 4, 4, etc. Et nous allons les diviser en deux parties, des exemples qui vont servir pour l'entraînement et puis des éléments qui vont servir pour le test. L'objectif, et nous allons revenir sur tout ça au fur et à mesure de la lecture du livre, c'est de pouvoir déterminer une surface ou une courbe de décision qui va d'un côté dans le plan, par exemple ici, on a projeté les chiffres dans le plan W10, W12. Voilà, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous pouvez voir un peu où c'est le W10
et 12, mais ils sont discriminants entre les nombres pairs et impairs. Et ils vont être déterminés au fur et à mesure de l'apprentissage, par le réseau lui-même. Donc là, c'est juste une introduction, on va revenir sur tout ça. Si on les projette, on voit que d'un côté de cette limite, donc nous avons les nombres impairs et de l'autre côté, nous avons les nombres impairs. Donc, au cours de l'apprentissage, que fait le réseau de neurones, l'algorithme de manière générale, il essaye de déterminer une surface qui sépare l'ensemble du dataset, les sépare en deux lorsqu'il y a une classification binaire. Il y a aussi d'autres applications du machine learning et en particulier des réseaux de neurones, c'est celui des régressions. Donc, c'est un exemple classique et simple. Là, on va considérer que nous souhaitons construire un algorithme qui va de R vers R et qui a X. Donc, X, c'est une donnée, fait correspondre T, en particulier, dans le petit exemple que nous allons présenter maintenant, ça va être un nombre réel. Et nous disposons d'un ensemble d'exemples, donc dataset, où nous avons x1 jusqu'à xn, donc des exemples, et puis t1 jusqu'à tn, les labels ou les étiquettes, excusez-moi, pas les étiquettes puisqu'on est en répétition, mais les valeurs qui correspondent à chaque exemple. Donc, pour x1, nous avons t1, pour xn, nous avons tn. Là, il s'agit d'un exemple de régression et aussi d'un exemple un peu d'apprentissage supervisé, puisque nous avons les données et les valeurs qui correspondent à ces données. Et l'objectif, c'est donc voilà, nous avons des données. Bien sûr, dans l'exemple, j'ai mis de R vers R, mais dans le cas général, nous pouvons avoir, donc dans un exemple de régression, des données avec plusieurs dimensions, par exemple 6 ou plus, qui vont parcourir un réseau de neurones. Et à la fin, nous obtenons T, donc la sortie. Et bien sûr, nous avons N exemples qui vont servir pour faire l'apprentissage. Nous allons nous appuyer sur le théorème universel, Universal Approximation Theorem, donc théorème d'approximation universelle, qui nous dit que si nous avons un certain nombre de propriétés pour une fonction donnée, en particulier qu'il soit borné sur un contrat, des considérations mathématiques similaires, alors on peut toujours trouver un réseau de neurones qui approche cette fonction avec n'importe quelle précision souhaitée. Et même ce réseau de neurones peut être constitué d'une seule couche cachée, mais avec un nombre arbitraire de neurones dans cette couche cachée. Éventuellement, si la fonction est complexe, cela va nécessiter beaucoup trop de neurones dans cette couche cachée. Dans la pratique, au lieu d'utiliser des couches cachées avec une seule couche cachée avec beaucoup de neurones, on a démontré qu'il est plus efficace, qu'il est plus intéressant d'utiliser beaucoup de couches, beaucoup de couches cachées, en général avec un nombre limité de neurones. Donc, ce théorème, qu'on peut illustrer avec cet exemple. Donc, ici, nous avons X et la sortie, c'est Z. Et vous voyez, nous avons cette courbe. Nous voulons donc approcher cette fonction avec ce réseau de neurones. Voilà ce qu'on obtient. Donc, ce qui est en bleu, c'est la fonction obtenue avec ce réseau de neurones. Donc, si on ajoute encore davantage de neurones, on peut mieux approcher cette fonction en rouge. Un problème de régression, dans le livre, ils prennent cet exemple et ils essaient de construire les principales idées introductives au machine learning en discutant de ce cas particulier. Là, nous avons donc une courbe
voilà, qui correspond à t égale sinus de 2πx. Et puis, nous avons des valeurs. On considère que ces valeurs constituent les observations que nous avons obtenues, donc un phénomène qui est t égale sinus de πx. Mais bien sûr, les observations ne sont pas sur la courbe, d'accord, parce qu'on considère que les observations comportent donc un peu d'aléatoire, soit parce que le phénomène lui-même est un petit peu aléatoire, d'accord, qu'on ne peut pas l'avoir d'une manière très précise, ou alors que, en faisant les mesures ou les observations, un bruit s'infiltre dans les données. Donc, les données comportent un bruit et donc des écarts par rapport à la courbe. Et l'objectif est pour un X chapeau qui n'est pas parmi le dataset d'entraînement ou le dataset donné, que l'on puisse obtenir pour un X chapeau, un T chapeau, donc la valeur qui lui correspond. Donc, pour X chapeau, nous souhaitons avoir T chapeau. Vous voyez ici sur ce courbe. Peut-être avec une erreur, mais aussi une estimation de cette erreur. Donc, dans le cas de la régression, lorsqu'on souhaite approcher donc cette fonction par une courbe polynomiale, qui est un cas simple de régression, puisqu'on peut utiliser d'autres fonctions pour approcher une courbe ou pour découvrir la courbe qui est derrière la génération du dataset. Donc là, on va supposer que, pour simplifier, puisqu'on est toujours dans l'introduction, que y de xw s'écrit w0 plus w1x plus w2x carré plus wmxm, qui est égal donc à sigma j égale à 0 jusqu'à m majuscule de wjxj. Bien sûr, on peut faire varier m, qui peut être considéré comme un hyperparamètre. En particulier, si on prend m égale à 1, c'est-à-dire si on prend w0 plus w1x et on ignore le reste, on va obtenir une droite. Et dans ce cas, je reviens donc à l'exemple, dans ce cas, on va essayer de trouver une droite qui passe d'une certaine manière à côté de l'ensemble des points. Et si l'ensemble des points ont été pris, ils sont équidistants, donc de façon à ce que la distance entre deux points consécutifs soit la même. Donc, vous voyez ici le problème. Le problème est de déterminer les poids, donc W0, W1 jusqu'à Wm majuscule. Comme j'ai dit, M est fixé à l'avance. Donc, M est l'ordre du polynôme. Xj, donc Xj, ce sont des puissances. Donc, c'est X élevé à la puissance J. Voilà. Et W0, Wm sont les coefficients à déterminer. Donc, l'ensemble de ces coefficients, on le note W en gras. Donc, la fonction y que nous cherchons, et ça, c'est un problème classique de régression, bien sûr. On n'a pas attendu le réseau de neurones pour le faire, mais ça va nous aider un petit peu à discuter aussi du machine learning et des réseaux de neurones. Donc, la fonction polynomiale y de x w est une fonction non linéaire par rapport à x. D'accord? Mais elle est linéaire quand je la considère comme fonction de w. Donc, qu'on voit ici. Donc, y est une fonction à la fois de x et de w. Et quand j'écris ça, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'algorithme. Donc, je cherche les paramètres de l'algorithme. Ça veut dire que les inconnus, ce sont les W0, W1 et Wm. Par contre, x, j'obtiens x à partir des données, donc je peux les élever au carré à la puissance m. Donc, c'est un problème linéaire quand je considère que ce que je veux déterminer, ce sont les WI. Et les problèmes linéaires, les modèles linéaires sont faciles donc à manipuler et
dans le livre, on va les retrouver au chapitre 3 et 4. Comment on va déterminer les W? Donc, les valeurs des coefficients vont être obtenues en essayant de minimiser une error function, donc fonction erreur, donc EW, égale à 1 demi, sigma n égale à 1 jusqu'à n majuscule, y de xn, virgule w moins tn. C'est-à-dire que nous allons à chaque fois prendre la différence entre ce que donne l'algorithme, ici l'algorithme de régression polynomiale, et le tn qui est donné, ou la valeur attendue. D'accord. Donc, on divise par un demi parce qu'on va dériver et ça va simplifier les calculs. Voilà. Donc, là, on va juste montrer que donc, le choix de M va impacter grandement le résultat obtenu, la performance de l'algorithme. En particulier, nous avons ici, pour M égale à 0, donc une droite constante. Par contre, si M égale à 1, c'est une droite, donc avec la pente V1, et puis W0 un biais. Et là, nous avons, donc, ce n'est pas une bonne approximation des données, d'accord? Donc, ça ne suit pas d'une manière intéressante les données. Ici, nous avons M égale à 3. On voit que la courbe rouge est nettement meilleure que les deux précédentes. Et comme vous voyez, donc, dans toutes ces courbes, donc, la première courbe, la deuxième et la troisième courbe, la courbe obtenue ne passe pas par les points, par le data, donc l'ensemble des données. Et donc, c'est une approximation avec biais, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par les pour m égale à 9, donc la courbe en rouge est la courbe obtenue, donc le polynôme obtenu. Et comme nous avons 10 points, on sait très bien que donc, la régression polynomiale va nous permettre d'obtenir un polynôme qui passe par tous les points. On peut être content puisqu'on retrouve, on crée un polynôme qui donne exactement donc la valeur égale à la valeur donc donnée par les données donc dans le dataset. Le problème, c'est que malheureusement, la courbe en dehors des points donc, du dataset, la courbe présente des oscillations très fortes, notamment au début et à la fin. Donc, vous voyez, là et là, par exemple, si je prends ce point, l'image va être, vous voyez, elle est très loin. Si je prends ici ce point, elle va être très loin. Si je prends ici, elle est loin. D'accord. Lorsqu'on s'intéresse à l'interpolation polynomiale, on dit que c'est l'effet de Runge. Donc, il y a des oscillations trop fortes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on fait un constat en disant que le fait d'augmenter l'ordre du polynôme ne nous arrange pas. Il complique la situation. Il y a quand même une petite remarque, c'est que dans les 3 premiers cas, le nombre de paramètres recherchés, dans le cas m égale à 3, nous avons donc 4. W0, W1, W2, jusqu'à W3. Donc, nous avons 4 paramètres à déterminer et nous avons 1, 2, et nous avons 10 points. Nous avons 10 exemples. Donc, le nombre des exemples est beaucoup plus élevé que le nombre de variables à déterminer et les choses vont bien. Dans le dernier cas, m égale à 9, le nombre d'exemples, donc le nombre dans le dataset, il est égal, à peu près égal, au nombre de paramètres à chercher. Donc, nous avons pris m égale à 9, donc nous allons de W0 jusqu'à W10, et puis pour les datas aussi, les exemples, nous avons 10, donc c'est le même. Et malheureusement, nous avons obtenu un résultat qui est médiocre. Un des paradoxes du mathématique des réseaux de neurones, c'est
Donc, vous vous rappelez, depuis longtemps, on nous disait, si vous avez une matrice et vous voulez faire la résolution d'un système linéaire, alors le nombre d'inconnus, s'il correspond au nombre d'équations, vous aurez une solution idéale. Ou au contraire, si le nombre d'équations est très élevé par rapport au nombre de paramètres. Donc, alors on dit qu'on risque de ne pas avoir de solution. Mais là, comme on ne cherche pas une solution qui passe par tous les points, parce qu'elle n'est pas intéressante, mais ce qui nous intéresse, c'est avoir plus d'informations, donc plus d'exemples sur un phénomène donné. Parce que de toute manière, il y a du bruit dans les données, et le fait qu'il y ait du bruit dans les données, c'est ce qui cause ces oscillations. D'accord. Ça veut dire que lorsqu'on essaye de passer par tous les points, ce qui arrive, c'est qu'on va tenir compte du bruit beaucoup plus que de l'information qui est derrière, qui est apportée par les datas. Et on constate ça lorsque on jette un coup d'œil sur les valeurs obtenues pour les paramètres, pour les différentes valeurs de M. Donc, lorsque M est égal à 0, nous avons juste un W0, puisque M égale à 0, on va obtenir une droite horizontale. Et la valeur de W0 après apprentissage, après la résolution. Donc, apprentissage, c'est-à-dire lorsqu'on va minimiser la fonction erreur. Elle va être égale à 0,19. Quand je prends M égale à 1, c'est-à-dire quand je considère que le polynôme recherché, c'est W0 plus W1, X1, donc là, on va obtenir 0,82 pour W0 et moins 1,27 pour W1. Donc, je reviens, c'est ce cas. Nous allons obtenir W0 égale à 0,31, W0 égale à 0,31, W1 égale à 7,99, W2 égale à moins 25,43 et W3 égale à 17,37. Mais lorsqu'on prend M égale à 9, les W que l'on va obtenir, les WI, sont 0,35, 232, etc., moins 500, moins 5321. Vous voyez un peu les chiffres, ils deviennent très, très grands. Quelle est la conséquence de ça? C'est que, par exemple, pour W9, qui est égal à 125 201,43, donc je varie la X1 un peu vers la droite, un peu vers la gauche, la valeur est modifiée d'une manière trop importante. C'est-à-dire que le phénomène n'est pas stable, il y a des instabilités qui apparaissent et ce qu'on craint, c'est que, parce qu'on n'a pas des valeurs exactes, donc lorsqu'on fait des observations, on n'a pas des valeurs exactes, donc il y a un bruit et ce bruit, même s'il est petit, son impact, donc il impacte grandement donc, le résultat, si j'utilise un polynôme de degré 9, parce que les coefficients ils sont très élevés et donc ils compensent la faiblesse du bruit. Donc, l'algorithme obtenu n'est pas intéressant, n'est pas performant. Et justement, lorsque on considère la fonction de perte, donc pour les exemples d'entraînement et pour les exemples de test, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je prends M, donc qui varie de 0 jusqu'à 9, qu'est-ce qui se passe pour M? Donc M, c'est le nombre c'est un peu l'ordre du polynôme. Pour M égale à 0, il n'y a pas une grande différence. Pour M égale à 2, à 1, à 2, à 3, mais je gagne quand même, la précision s'améliore et puis la précision est constante, d'accord, que ce soit pour le training ou le test. L'erreur d'entraînement, c'est l'erreur que j'obtiens lorsque j'utilise des exemples d'entraînement, d'apprentissage. Test, c'est lorsque j'utilise des données
qui ne sont pas parmi les données d'apprentissage. Donc là, nous voyons qu'à partir de 9, il y a donc une explosion. Donc l'erreur de test, elle est nulle parce que le polynôme passe par tous les points. Mais quand je change, quand je ne prends pas pour la fonction sinus de 2πx, quand je ne prends pas les valeurs sur lesquelles l'algorithme s'est entraîné, nous obtenons une erreur très grande. Donc, voilà. Donc, là, on va parler de variance et de biais. Le biais ici est nul puisque l'algorithme donne exactement les valeurs du dataset attendu qui sont dans le dataset d'entraînement. Mais la variance est trop importante parce qu'il suffit de changer, et ça apparaît bien sûr dans la valeur des poids. Il suffit de faire varier un petit peu les valeurs pour que le polynôme donne des valeurs très différentes. Et c'est un équilibre, c'est l'équilibre que l'on va essayer de chercher et d'accomplir au fur et à mesure. Vous voyez ici la variabilité de la courbe rouge dans le cas de m égale à 9 en fonction de la valeur de x très grande. Si je change x un petit peu, j'aurai donc une variabilité trop importante. Par contre, dans le cas, dans les trois cas, et en particulier pour le cas m égale à 3, quand je fais varier le x, le t ne change pas énormément. Je dis en particulier pour m égale à 3 parce que pour m égale à 3, nous avons les deux. Le biais n'est pas grand, c'est-à-dire l'erreur par rapport aux données n'est pas très élevée. En même temps, nous avons une variabilité qui est valable, donc, qui n'est pas grande. C'est-à-dire, si je prends cette valeur ou celle-là, la différence n'est pas importante. Par contre, là, si je prends celle-là et celle-là, la variance est très élevée. Voilà, donc c'est ce qui s'explique par les valeurs des W. Donc, si jamais on ajoute, regardez, si on a pris 100 points, si on ajoute d'autres exemples, beaucoup d'exemples, on retrouve une courbe meilleure que celle pour m égale à 3. Sachant qu'on a toujours m égale à 9, c'est-à-dire que le problème n'est pas dans le fait que le polynôme est de degré grand, m égale à 9, mais c'est dans la quantité d'exemples que l'on utilise. D'accord? Donc là, dans ce cas, si vous prenez m égale à 9 et n égale à 15, vous obtenez quelque chose de valable. C'est moins grave que pour m égale à 9 et n égale à 10. 10 exemples. Là, pour n égale à 100, donc si nous avons 100 exemples, donc, on s'approche presque parfaitement de la courbe exacte, donc sinus de 2πx. Et ça, c'est comme j'ai dit au début, c'est un petit peu, c'est pas ce qu'on est habitué à faire avant. Donc, on cherchait à avoir le même nombre d'inconnus et un nombre d'équations pour obtenir une solution unique. Donc, avec le machine learning, donc on cherche beaucoup plus à avoir une courbe lisse qui s'inspire des données et ne les suit pas forcément. Nous allons voir après que, voilà, même avec, je reviens à ce cas, à cet exemple, avec m égale à 9, nous avons d'autres solutions, bien sûr, qu'on aurait pu faire. Donc ici, dans ce cas, cet exemple, m égale à 9, c'est le fait de pénaliser les poids. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate que les poids, les poids, donc les W, prennent des valeurs très grandes. Donc, parmi les solutions utilisées, c'est de minimiser à la fois l'erreur, mais minimiser la norme, le plus souvent la norme 1 du vecteur W, ce qui va obliger avec parfois un certain lambda. Donc, on va
on va minimiser ça un peu plus. Donc, utiliser une fonction de perte qui est la somme de E, donc de la loss function de départ, donc qui est introduite ici, celle-là, E de W, mean square error, puisqu'on fait la différence, on fait la somme et puis on divise par 2, donc c'est un peu la... parfois, on met ici N, d'accord, pour que ce soit une erreur moyenne, mais même lorsqu'on met, donc si je mets pas N, c'est la somme, donc c'est pas la mean square, mais c'est donc la somme des erreurs au carré. OK, donc voilà. Donc, à cette somme des erreurs au carré, ou alors la somme des erreurs au carré divisée par 1 sur 2n, pour s'approcher de la mean square error, donc de l'erreur moyenne, on ajoute un terme, lambda W, donc de W1, de façon à ce que les valeurs de W aussi n'atteignent pas de grandes valeurs. Donc, on utilise une pénalisation sur les poids. Voilà, donc le cas où on essaie de minimiser le biais, mais qui donne de mauvais résultats, sauf si on ajoute une régularisation, on dit qu'il s'agit de l'overfitting. Là, on parle du overfitting dans un contexte de régression, mais on peut voir dans le cas général. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'exemples, on risque d'avoir de l'overfitting. Donc, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'exemples et au contraire, nous avons beaucoup de paramètres, comme ici, on risque d'avoir de l'overfitting. Mais il y a, à part la régularisation, il y a beaucoup d'astuces pour éviter l'overfitting dans machine learning, en particulier avec pop-out ou la normalisation. Voilà, il y a beaucoup d'astuces que nous allons avoir donc l'occasion de discuter après.